dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des banques, du secteur financier, du secteur bancaire, et notamment avec un focus particulier sur le secteur des banques en Europe. Nous en parlons avec David Benamou, associé, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Bonsoir David. Bonsoir. On ne se voit pas tous les trimestres, mais plusieurs fois par an quand même. Et depuis 4 ou 5 ans maintenant, chaque trimestre, c'est la même histoire. C'est le fameux beat and raise. C'est le secteur bancaire en Europe qui bat les attentes et dont les analystes, après chaque trimestre publié, relèvent les attentes pour le trimestre suivant. Est-ce que c'est encore la même histoire sur ce trimestre ? Alors, c'est encore la même histoire sur ce trimestre. Alors, moins spectaculaire que les précédents. Il y a un peu plus d'hétérogénéité. Mais ce qu'on voit sur ce trimestre-là, c'est quand même encore une progression des revenus. Alors, d'abord, en fait, les banques ont battu les attentes des analystes, à peu près 1%, 1,5%. Et puis, on relève en fait les perspectives pour 2026-2027, pareil, 1,5% à 2%. Alors là, aujourd'hui, on en est à peu près 70% en fait des résultats de publiés. Donc, il y a encore, mais les grandes banques en fait en majorité ont publié. Donc, on a quand même une assez bonne visibilité. Alors, ce qui a marché sur le trimestre, on a la marge nette d'intérêt qui se tient très très bien. Elle continue même à s'améliorer au cours du troisième trimestre. Alors, c'est assez unique parce que là, on est dans un contexte de taux baissier. Et généralement, dans un contexte de taux baissier, il y a des pressions sur la marge nette d'intérêt. Et là, on voit deux phénomènes. D'abord, en fait, sur la partie marge sur les dépôts, qui est beaucoup plus compliquée à défendre quand les taux baissent. Ouais. Là, on voit une très bonne discipline et une très bonne gestion des banques. Donc, évidemment, celles qui sont le plus sensibles au taux, les banques d'Europe du Sud, ça baisse quand même pas mal. Et puis, là, on se rapproche un petit peu de chez nous, notamment les banques françaises. Donc, la marge sur les crédits, qui dépend finalement des grands stocks de prêts, des gros stocks de prêts et de la durée de ces stocks de prêts. Et donc, ceux-ci, chez nous, ont été originés il y a longtemps. Avec des taux très bas, voilà. Bien sûr. Donc là, ça se renouvelle petit à petit. Et donc, on voit sur le dernier sondage BCE, la hausse de marge nette d'intérêt la plus élevée, c'est sur les banques françaises. Ah, voilà. Ouais. Donc, vous disiez, alors, 2 points, ils battent les attentes, mais un peu moins que précédemment, parce qu'il y a quand même une forme d'essoufflement du momentum. Et vous dites une dispersion aussi plus importante autour des résultats, c'est ça, alors, David ? Le quantum global, en fait, il est je dirais, dans la même fourchette. C'est-à-dire qu'on est toujours 1 à 2%. Donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui change beaucoup sur ce trimestre, c'est que là, on a plus d'hétérogénéité. Là, voilà, on a des banques, en fait, qui ont délivré des super résultats. Si on prend, par exemple, la France, on voit Société Générale qui brille lors du troisième trimestre, des revenus au-dessus des attentes de manière massive. Des capitales encore en hausse. Donc là, on est à 13,7, au-dessus de ce qu'attendaient les analystes. En efficacité de coût, donc en cost-income ratio, on est à 61%, donc encore une super performance. Donc vraiment un trimestre absolument une exécution impeccable. Voilà, pour la Société Générale. BNP, Crédit Agricole, en dehors en fait pour BNP de l'histoire du Soudan, alors, on a un trimestre qui est un peu plus mitigé, voilà, qui est un petit peu moins bon avec voilà, une petite déception. Ces 3 banques françaises là, qu'est-ce qui fait la différence entre la qualité de la publication d'une SocGen et les points de faiblesse qu'on peut avoir chez l'Agricole ou alors BNP. Ce qui sort vraiment du lot, c'est la qualité de la publication de SocGen, c'est la reprise en main par Slawomir Krupa de la banque avec voilà, un plan avec énormément d'énergie mis dans la transformation. Voilà, donc là, il a la confiance du marché, là. Ah oui, ça on l'a vu sur le cours de bourse. Il a la confiance du marché, mais ce qui est... Voilà, il la mérite. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il délivre trimestre après trimestre. Ouais. Il a commencé sur une note compliquée, qui était sa décision d'augmenter le capital réglementaire, qui était, de notre point de vue, une bonne décision, puisque les banques françaises, lorsqu'on regarde, elles ont en général un capital réglementaire qui est un peu plus faible que les autres banques européennes. Les investisseurs l'acceptent depuis longtemps parce qu'on considère que les Françaises sont moins risquées, beaucoup plus diversifiées. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte de marché où il faut distribuer, donc il faut avoir un bon rendement. Il ne faut pas oublier que le rendement du secteur, globalement, c'est 9%, dividende plus rachat d'actions. Et puis l'excès de capital, ça sert aussi à pouvoir faire de la consolidation. Donc,
c'est dans l'esprit des investisseurs. C'est énorme, c'est un atout, c'est un asset. Exactement. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, Slawomir Krupa a été assez visionnaire, a pris ce risque, cette décision très tôt, mais c'était une très bonne décision. Ça fait mal tout de suite, mais aujourd'hui, ça paye. Voilà. Tiens, à propos de ratio de capital, comment vous regardez, alors de l'autre côté de l'Atlantique, mais ces petits incidents de crédit, on en parlait d'ailleurs dans la première partie de l'émission. C'est vrai que dès qu'on voit en plus dans le marché privé, du crédit privé, dès qu'on voit des petits incidents, des cafards, comme les appelle Jamie Dimon, sortir, tout de suite, qui est exposé à quoi et est-ce que ce sont juste les premiers cafards de toute une série qui vont ressortir. Enfin, voilà, c'est des cycles, évidemment, et c'est des histoires qui reviennent régulièrement. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement à ce stade de ce qu'on a pu observer dans les marchés de crédit privé, des expositions ou des banques ou des grands gestionnaires d'actifs américains? Et est-ce que là, il y a une poche de risque au moins à suivre, à monitorer? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce risque des marchés privés, de crédit privé, qui, encore une fois, n'existait pas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, a fortiori, David? Alors, il y a une série incroyable. Là. Septembre, en 3-4 semaines, on a 4 fraudes. Ouais. Donc 3 fraudes sur des boîtes, et puis une fraude sur un fonds, le fonds Cantor, qui avait pledgé 2 fois les mêmes actifs chez Zion et Western Alliance, qui sont deux banques régionales, deux banques régionales américaines. Donc, le marché s'est dit, on a une série de fraudes dans la dette privée qui est inquiétante. Et surtout, dans le cas de Cantor, ce qui était assez inquiétant, c'est que ça prouvait une chose, c'est que les due diligence avaient été mal ou pas faites, à la fois côté fonds et côté banque. Donc, tout ça a beaucoup inquiété le marché. Et ça, je dirais, quasiment éclipsé en totalité, mais en partie, en fait, les bons résultats des banques américaines. Le marché s'est un petit peu inquiété. Alors, quand on prend un peu de recul, et les investisseurs disent souvent, mais est-ce que c'est les nouveaux subprimes, etc. C'est très différent. Là, chaque crise est différente. Chaque crise est différente, mais il y a... d'abord, en fait, on va mettre les pieds dans l'ampleur. Les subprimes, on parle de dizaines de trillions. D'accord. La dette privée... au mieux, c'est quelques trillions dans le monde. C'est ça. Dans le monde, au mieux. US, donc la magnitude n'a rien à voir. La taille des marchés n'a rien à voir. Ensuite, les subprimes, c'est une surévaluation des actifs immobiliers massive, totale et complète. Ouais. Donc, l'impact a été digital. C'est à peu près 4 points de PIB d'effondrement. Là, c'est plein de boîtes qui ont leurs histoires idiosyncratiques, plein d'investissements. Certains, ils n'ont pas été très bien faits, certains ne vont pas marcher. Il y a peut-être une fraude ici et là, mais on va avoir en fait ces petits événements idiosyncratiques qui vont créer des pertes. Alors, évidemment, principalement dans les fonds de dette privée. Ouais. Il y aura un reliquat qui est lié à l'exposition du secteur bancaire dans le financement des fonds de dette privée. Alors souvent, en fait, ce que les banques font, c'est qu'elles mettent en place des lignes de financement, ouais. Notamment pour le change, les couvertures de change ou autres. Donc, voilà, c'est des expositions qui sont bien inférieures, qui sont secondaires, et il n'y a pas cet effet de domino. Ouais, je comprends. On peut avoir des dominos qui tombent sans forcément entraîner toute la chaîne. Absolument. Et c'est un risque très américain avant tout, ou est-ce que c'est quelque chose que vous regardez quand même du côté des banques européennes aussi? Alors, c'est un risque qui est avant tout américain pour une raison simple, c'est le taux de croissance des actifs. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, les financements en fait, de dette privée ont un taux de croissance du 20% par an. Ouais. Et c'est aussi ça, ce qui a un peu inquiété, parce que ça rappelle un peu le subprime. Tout le monde voulait financer les subprimes, etc. En Europe, c'est un business qui a un taux de croissance plutôt faible. On parle de 2 à 2,5%. Bon, c'est stable depuis toutes ces années. On regarde les cafards, mais c'est pas ça qui vous empêche d'avoir toujours une vue constructive, j'imagine, sur le secteur des banques européennes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs à ce stade, après 4 ou 5 ans de surperformance, et quand je dis surperformance, parfois stellaire pour certaines banques en Europe, force et faiblesse du thème à ce stade. Quels sont les moteurs qui restent allumés, quels sont les moteurs qui le sont peut-être moins aujourd'hui, David? Alors, d'abord, en fait, qu'il faut regarder, c'est la dispersion dans le secteur, parce qu'on pense toujours, les banques ont monté, etc. Mais en fait, les banques qui ont
qui ont fait des performances incroyables. Ouais. Voilà, elles sont en Italie, en Espagne. Voilà, je rappelle juste que les plus grosses capitalisations boursières bancaires aujourd'hui en Europe, c'est 2 banques espagnoles, 2 banques italiennes. Alors, je mets HSBC un petit peu à part, parce que c'est une banque qui est hybride. Voilà. Mais bon, Unicredit, dont on se moquait il y a encore quelques trimestres, ça fait plus de 100 milliards de capitalisation boursière. Quand au BNP, on doit en faire 65 aujourd'hui, et qui était la première banque européenne, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que les banques qui ont fait des résultats stellaires sont les banques qui étaient très sensibles aux taux, c'est-à-dire qui ont gagné beaucoup d'argent quand les taux ont monté. Ouais. Là, on est dans un contexte de marché qui est très différent. Les taux baissent, donc ça va défavoriser ces banques qui sont sensibles aux taux et qui sont déjà très chères. Et en revanche, ça va être beaucoup plus favorable pour les banques qui ont des stocks de prêts qui sont très très longs. Pourquoi ? Parce que ces stocks de prêts se renouvellent petit à petit avec des marges plus intéressantes. Donc on a un effet dans le temps qui est le suivant. La hausse de taux a profité immédiatement à des banques qui ont finalement des stocks de prêts plus courts, qui gardent la plus grande partie de la marge des dépôts pour elles. Et en revanche, ça va bénéficier au plus grand. Donc, on a cette dispersion. Même si les taux ont baissé entre-temps, vous dites, quand on renouvelle les prêts, on le fait toujours à des taux qui sont supérieurs au taux du prêt précédent qu'on avait originé il y a 10 ans, par exemple. Oui, parce qu'on était en taux négatif, donc les marges étaient très, à 2%, très compliquées. Ça reste toujours mieux que ce qu'on avait avant. Voilà. Ça reste très bien. Alors, ce niveau de 2%, il est aussi très important pour une autre raison. 2%, ça permet d'avoir quand même de la marge sur les dépôts. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que la marge sur les dépôts, c'est 40% de chiffre d'affaires, enfin de la marge nette d'intérêt, quand même, donc c'est pas négligeable. Et puis en même temps, 2%, c'est pas non plus très élevé. Donc c'est un taux accommodant qui permet aux entreprises, on va dire les moins solides, d'arriver à se refinancer. Donc c'est quand même un sweet spot. Donc cette configuration-là, elle est très bonne pour le secteur. Deuxième chose, sur les taux, on a la pente des taux. On a les taux qui sont encore pentus, qui permet aux banques de faire de la transformation, prêter long, se refinancer court. Donc pareil, ça continue d'alimenter la marge nette. Le risque, il ne reste plus de temps, David. C'est quoi le risque alors là ? Le risque sur les valorisations, parce qu'il y a encore une décote sur les valorisations, mais c'est que on est la BCE qui, pour des raisons macroéconomiques, que les taux baissent. Si jamais on a les taux qui repassent en dessous de 1,5, là on aura 2% pour le secteur. C'est le sweet spot. Voilà. Tant qu'on n'est pas en dessous des 1 et quelques, voilà. Bon, il y a un peu de marge encore. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci d'être venu nous éclairer sur les dynamiques qui traversent le secteur bancaire, tant sur le plan opérationnel que sur le plan boursier en Europe. David Benhamou, Axiom Alternative Investments, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.